Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau bilan culturel qui sera celui du mois d'avril du coup. Et si souvent tu cherches des expos, des trucs à visiter, il y en aura pas mal dans celui-là. Et on va tout de suite commencer, voilà. Déjà première chose comme d'habitude par rapport aux analyses qu'il y a eu ce mois-ci, je sais plus si je l'ai calé dans le dernier bilan culturel ou non, mais comme d'hab il y a tout dans les barres d'infos des analyses, tout ce que j'ai pu lire. J'ai pas lu de livre en particulier, je regarde dans ma bibliothèque, mais ouais non il n'y a pas eu de livre en particulier, donc du coup on va passer tout de suite à tout ce qui est film, série, etc. Du coup, niveau film, je suis allée voir Les Animaux Fantastiques 3 qui vient de sortir au cinéma. Alors, le 2 je l'avais vu assez récemment, donc je l'avais quand même pas mal en tête avant d'aller voir le 3. Ce que je dirais de cet opus, c'est que c'était sympa, c'était très divertissant. Les scènes de combat étaient assez cool, même si par rapport à Harry Potter dans Les Animaux Fantastiques, les sorciers ont un peu... Enfin c'est très simple de battre quelqu'un, c'est très vite très impressionnant, ils n'ont pas besoin de prononcer le sort pour que le sort agisse, etc. Mais en contrepartie ça donne de belles scènes de combat et des trucs assez stylés. Très ravie de retrouver de nouvelles petites créatures qui sont très mignonnes et d'autres beaucoup moins, mais qui amènent beaucoup d'humour aussi dans ce film-là. Et je pense que le plus gros problème, c'est qu'il y a des intrigues qui ont été vachement poussées dans les deux premiers, qui avaient l'air d'être un truc ultra important, d'être la clé de tous les mystères qui ont été mis en place. Et au final, dans cet opus-là, ça tombe un peu à plat, donc je préfère te prévenir si tu penses trouver de grandes réponses ou des choses comme ça dans ce film-là. J'ai trouvé que ça tombait un peu à plat et que certaines intrigues qui étaient quand même un peu le cœur des deux premiers ont pas été abouties, ou du moins mal abouties, et que c'était un peu décevant sur ce point-là. Sinon au niveau des plans, des combats comme je te disais, de ce genre de choses, c'est toujours aussi stylé. Donc voilà en gros pour ce film là. Il me semble pas que j'ai vu d'autres films. En vrai je pense qu'au niveau des films et séries et docu, va avoir quelques petits écueils. Peut-être que j'ai vu des choses mais je ne m'en souviens plus très bien et je ne les ai pas notées une fois que je les ai finis. Donc écoute, j'en parlerai dans le prochain bilan si j'ai vraiment fait de gros oublis, mais voilà. Du coup on va pouvoir passer aux séries. Tout d'abord, j'ai regardé la nouvelle saison des Chroniques de Bridgerton. Donc je le rappelle, je n'ai pas lu les livres de Bridgerton, même si la série m'a un peu donné envie de lire, parce que de ce que j'ai pu voir un peu des réactions et tout, de toute façon c'est très souvent le cas quand il y a une adaptation d'un livre, mais il y a beaucoup plus de détails dans le livre, il y a des scènes qui sont un peu plus sympathiques dans le livre, etc. Enfin dans les livres, du coup forcément ça m'a donné un petit peu envie de les lire, je ne sais pas, il faudrait que je voie. Mais en tout cas dans cette saison-là, on va se concentrer sur Anthony qui est l'aîné de la famille et qui va devoir se marier dans cette saison-là. Et en parallèle on suit une nouvelle famille qui arrive d'Inde. Donc c'est une ancienne dame de la cour qui habitait dans la région et qui est partie en Inde avec son mari. Cette dame a 2 enfants, Kate Sharma et Edwina Sharma, qui arrivent du coup notamment pour la plus jeune des sœurs, pour qu'elle puisse trouver un prétendant pendant la saison mondaine, je ne sais plus comment on l'appelle, mais en gros la période de l'année où tout le monde va à des bals somptueux avec des robes, mais vraiment les costumes dans cette série, j'aime beaucoup, surtout que là dans certains costumes il y avait des influences indiennes, notamment au niveau des bijoux, etc. Donc j'ai trouvé ça très très cool de mélanger tout ça. Bref, donc c'est la période de l'année où tout le monde va à des balles, etc. pour essayer de se trouver une femme, un mari. Donc voilà, donc j'ai préféré cette saison là parce qu'on était plus sur ce qu'on appelle du slow burn, donc genre des romances qui sont petit à petit, etc. Surtout que les personnages qui vont tomber amoureux, on va dire au début, ils sont pas
Je sais pas si c'est trop un spoil, mais on s'en doute, de toute façon c'est assez prévisible. Mais au début, du coup, les personnages qui vont finir ensemble s'entendent pas très bien, hein. Mais après, ils arrivent d'ennemis à amoureux et ça, on adore. Voilà, je suis très friande de trucs comme ça. Il y a des choses qui sont extrêmement cucu que je ne peux pas supporter et au contraire, des trucs comme ça où là, il y a vraiment aucun souci et c'est vraiment mon truc. On n'a pas vu, dans cette saison-là, il n'y a plus le duc parce qu'il me semble que l'acteur ne veut plus en fait venir sur cette série. Donc effectivement, il y a eu un petit manque, surtout bah forcément pour les réunions familiales où bah le duc n'est pas là et entre temps il y a quand même eu un enfant à présenter à la famille, tout ça. Donc c'est vrai que ça fait un petit manque, mais c'est pas forcément nécessaire aux intrigues. Franchement, c'est pas non plus une absence dommageable à l'extrême. Pour ce qui est des intrigues, c'est quand même, comme je t'ai dit, assez prévisible et tout, et c'est pas grave. Genre vraiment, moi ça m'a absolument pas dérangé. Donc j'ai beaucoup aimé cette saison 2, que j'ai préférée à la saison 1. Désolée pour ceux qui préfèrent la saison 1, mais voilà. Ensuite, j'ai regardé une autre série, toujours un peu type période drama. C'est The Gilded Age, qui est donc l'âge d'or au 19e, début 20, enfin ouais, 19e, 20e, surtout 20e. Aux États-Unis et plus particulièrement dans la ville de New York qui se développe très fortement. Dans cette ville de New York, tu as plein de familles, des familles qui sont là depuis déjà plusieurs générations et d'autres qui arrivent peu à peu aux États-Unis et qui ne sont pas entre gros guillemets des natifs, puisque bien évidemment ces personnes ne sont pas les natifs des États-Unis, hein, mais qui se considèrent comme tels. Voilà. C'est une série qui a été faite par ceux qui ont fait Downton Abbey. Donc du coup on retrouve un peu les mêmes mécanismes, etc. Donc au lieu de suivre l'aristocratie en Angleterre et leurs servants et servantes, on suit l'aristocratie à New York, les prises de pouvoir, ah oui, et on ne suit pas qu'une seule famille aussi, on en suit plusieurs, et puis les tensions qu'il peut y avoir entre ces familles, entre ceux qui viennent un petit peu d'arriver sur le territoire, qui ont des goûts et des modes de vie différents de ceux qui sont là depuis plus longtemps, qui sont très classiques entre guillemets, qui aiment rester dans leur tradition, on va dire. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Il y a des sujets très intéressants qui sont abordés dedans, que je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. Au niveau pareil des costumes, des plans, des architectures, moi ça m'a fait fortement plaisir. Et notamment un des personnages qui a une collection d'œuvres d'art dans son manoir, on va appeler ça manoir, qui crise cardiaque. Vraiment, cette personne a beaucoup de chance d'avoir tout ça, hein. Donc forcément à mon œil il était très content hein, de voir plein d'œuvres de temps en temps, de voir des architectures de l'époque, etc. Donc vraiment celle-là je te la recommande, je l'ai trouvée très sympa. Et puis aussi le fait que un épisode sorte par semaine, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que comme maintenant on a l'habitude quand même d'avoir toute la saison, toute une saison entièrement sortie, on a tendance à un peu consommer tout très vite quoi. Et donc c'est vrai que d'avoir un épisode par semaine, ça m'a permis de digérer l'épisode, de continuer, etc. Et de pas être, comment dire, de pas être saoulée de la série, parce qu'en fait j'ai vu trop d'épisodes d'un coup. Après c'est ma faute, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup ouais, ça a fait du bien de retrouver un peu ce format de un épisode par semaine. Donc voilà. Pour la dernière série, c'est une série française cette fois, qui est faite par les créateurs de 10%. Et cette fois, donc ça s'appelle Drôle, et cette fois on va suivre un petit peu le milieu de l'humour. Avec les scènes ouvertes, avec comment faire un spectacle, comment se remettre, comment dire, comment on est quand on a connu vraiment la gloire et qu'au final on n'est plus trop dans le coup, comment on fait pour rebondir, comment on fait pour gérer une nouvelle notoriété sans oublier entre guillemets ses racines et garder les pieds sur terre, comment on fait pour se lancer dans ce milieu parce qu'on se rend compte que c'est notre voie et qu'on n'a pas envie de suivre la voie qui nous est destinée par nos parents, qui nous est prédestinée par nos parents par exemple pour l'un des personnages. J'ai trouvé que c'était une série qui était vraiment très fun à regarder, très sympa, et je l'ai regardée très vite, tous les épisodes cette fois.
parce que je voulais continuer à suivre ces personnages et tout, qui sont tous très attachants. Et j'ai trouvé ça très très chou. Et ça m'a beaucoup fait rire de savoir qu'un des personnages dans la série est une étudiante à l'école du Louvre en histoire de l'art. Ça m'a fait un peu rire. Et voilà, bref, donc j'ai trouvé ça très sympa et pareil, je te conseille vraiment cette série aussi. Et on va pouvoir passer au documentaire, j'en ai vu deux. Le premier, c'est le documentaire sur Abercrombie, donc la marque de vêtements qui, à mon époque, c'était extrêmement populaire quand j'étais au collège, fallait absolument avoir la dernière pièce Abercrombie et tout, chose que moi je n'ai jamais eue, puisque mes parents ne voulaient pas mettre tant d'argent dans ces vêtements, et en vrai, ils ont bien fait, qui avait du coup ce concept aussi de store très spécial, qui était très ambiance boîte de nuit, avec un parfum pas possible dedans, qui moi en tant que migraineuse me donne mal à la tête, mais c'est un autre sujet, avec évidemment à l'entrée un mannequin torse nu qui t'attend pour prendre une photo, très gênant, bref, donc ça va parler un peu de ce phénomène de mode, de comment en fait Abercrombie a été créé et repensé pour avoir cette popularité là. Ça va parler de tout cet effet de mode, de pourquoi les gens achetaient, quels sentiments ça pouvait leur apporter. Donc par exemple le sentiment d'être comme les autres et de se fondre avec les autres, d'être accepté par les autres, de faire partie d'un groupe tout simplement. Mécanisme qui marche du coup très bien quand on est au collège, hein, bref, et qu'on se cherche et qu'on a envie d'être accepté, etc. Anyway, et ça va aussi parler évidemment des points beaucoup plus négatifs de la marque, donc toutes les polémiques autour du racisme, de la discrimination à l'emploi, etc., etc. Donc je l'ai trouvé quand même assez intéressant. C'est vrai qu'au début en commençant j'étais en mode ils brossent un peu à Abercrombie dans le sens du poil et tout, quand est-ce qu'ils vont parler des points négatifs, et il y a une bascule dans le documentaire où là on bascule vraiment dans le négatif. Donc je te le recommande, ma foi, si toi aussi ou non tu as connu cette effervescence d'Abercrombie quand tu étais un peu plus jeune, bref. Et l'autre documentaire, c'est le documentaire sur Johnny Hallyday. Alors il faut savoir que Johnny Hallyday, c'est pas du tout quelque chose que j'écoute, à part évidemment les classiques que tout le monde écoute, mais j'y connais pas grand chose à sa vie. C'est un monument français, ça c'est indéniable, mais c'est vrai que j'y connaissais pas forcément grand chose, du coup je me suis dit vas-y, je vais pas mourir inculte, on va se documenter sur Johnny. Du coup j'ai regardé ce documentaire qui va retracer sa vie d'un point de vue chronologique et qui va revenir sur son enfance, sur un petit peu ses traumas, ses difficultés, sur comment il est devenu Johnny quoi tout simplement, et puis tout ce qu'il a pu avoir derrière quoi. Je trouve que c'est quand même un peu un documentaire hommage si on veut, même si effectivement parfois ça parle un peu de points négatifs, de polémiques ou ce genre de choses. C'est quand même un documentaire qui fait très hommage à Johnny. Donc voilà pour ça, si ça t'intéresse. On va pouvoir passer à toutes les sorties culturelles du mois, donc je suis très contente parce que ce mois-ci il n'y a pas que des sorties à Paris, donc si tu es dans les régions que je cite, tu vas peut-être pouvoir aller voir ça, et peut-être que tu connais déjà en fait aussi, tout simplement. Mais je suis contente de pouvoir conseiller autre chose que des choses à Paris. Donc au début du mois, j'étais en Normandie, vers Étretat et Fécamp, et du coup évidemment j'avais fait mon petit programme avec ma famille pour qu'on aille voir certaines choses. Donc je vais commencer par Étretat. La première chose que j'ai faite, évidemment, aller voir les falaises, etc. Surtout qu'Étretat c'est vraiment un lieu hyper important pour les artistes, surtout du 19e et plus particulièrement encore pour les impressionnistes. Donc forcément pour moi c'est aussi un lieu important, et de toute façon j'y vais aussi depuis que je suis petite, donc forcément il y a un peu de nostalgie attachée à ce lieu. Et ça faisait très très longtemps que j'y étais pas allée, peut-être plus d'une... Oh c'est chaud, peut-être plus d'une dizaine d'années, donc peut-être la dernière fois que j'y suis allée j'avais 13 ans, 12, 13 ans, 10 ans peut-être, je ne sais pas, mais dans cette tranche-là on va dire. Et du coup il y a quelques petites choses qui avaient changé, notamment maintenant il y a ce qui s'appelle les jardins d'Étretat. Donc en fait sur la falaise qui fait face à la falaise où il y a le fameux creux, le fameux trou dans la falaise, il y a ce qu'on appelle les jardins d'Étretat qui ont été aménagés il y a quelques années, j'ai failli tomber, on n'a rien vu, qui est du coup un grand jardin en haut de la falaise qui incorpore dans la végétation des installations contemporaines, principalement de la sculpture.
Et c'était super sympa à voir, assez féerique si on veut. Et il y avait plein d'œuvres à découvrir de différents pays, etc. Et esthétiquement aussi, c'était très plaisant à l'œil en fait. Et c'était hyper sympa de se balader au soleil. Pour voir ça, je te mettrai des images, ce sera un petit peu plus parlant que ce que je suis en train de te raconter. Mais vraiment, c'était super sympa à faire. J'ai beaucoup aimé déambuler. C'est quand même assez grand sans trop l'être, ce qui permet de voir quand même pas mal de choses. Et t'as aussi une très belle vue sur du coup les falaises d'en face. Le petit souci, c'est qu'il me semble que le tarif est quand même un petit peu cher. Moi, étant donné que je cumule moins 26 ans et demandeur d'emploi, j'arrive facilement à avoir des prix intéressants. Mais c'est vrai que il me semble que c'était un peu cher quand même pour la visite, même si c'est très beau, très bien entretenu, que les œuvres sont très intéressantes aussi. C'est un peu cher quand même. Donc je préfère le prévenir. Ensuite, l'autre chose que je suis allée voir, et je vais jamais m'en remettre, je suis encore extrêmement déçue de cette visite, c'est le Clos Lupin, donc qui est la maison de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, que tu as dû connaître si tu ne connaissais pas via la série Lupin de Netflix. Donc qui est en plus un personnage qui a été remis sur le devant de la scène, même si dans la série Lupin le personnage principal est un fan d'Arsène Lupin et n'est pas Arsène Lupin, mais voilà, il y a quand même un lien, il y a quand même des références aux ouvrages, etc. Donc c'était un lieu où j'y étais allée quand j'étais plus petite et qui m'avait laissé un souvenir de ouf. Genre vraiment, j'étais trop pressée d'y aller, je me dis ça va être trop bien, on va avoir un comédien et tout qui va nous montrer la maison de Maurice Leblanc, on va avoir une scénographie hyper cool avec des jeux de lumière, avec des objets qui bougent et tout. Même s'il y a l'audio guide avec une voix qui date des années 70, c'est pas grave parce que va avoir de l'animation et tout, ça va être grave cool. Et en fait en y arrivant, déjà, petite story time, on arrive et en fait il y a une espèce de guérite à l'extérieur, donc on pensait que c'était là qu'on prenait les billets, surtout qu'il y avait une personne qui nous avait vus et qui était en train de faire une tâche, qui semblait nous observer et nous faire passer le message qu'après sa tâche, elle nous prendrait en charge pour qu'on puisse payer les billets. Cette personne a passé peut-être 5 minutes, et 5 minutes, quand t'es comme ça, attends que quelqu'un finisse quelque chose, c'est long. À coller des affiches et à recoller des affiches non-stop dans la cahute, jusqu'à ce qu'elle nous colle l'affiche, les billets, c'est par là à l'intérieur, au lieu de nous le dire en fait directement. Bon bref, c'est pas grave, ça arrive. Enfin je sais pas, tu vois des personnes qui attendent 5 minutes devant l'entrée, devant la cahute, avec le porte-monnaie en main prêt à payer les billets, tu peux leur dire pour les billets c'est plutôt à l'intérieur, ici ce n'est que la cahute d'information ou je ne sais pas, tu vois. Bref, passons ça, on va à la next step, on arrive, on prend nos billets etc. qui sont quand même d'un certain coût par rapport à la visite, je fais par rapport au rapport qualité-prix on va dire. Et on nous donne des audio guides. Donc je me souvenais qu'il y avait des audio guides, mais j'étais persuadée qu'il y avait genre un comédien, ou du moins enfin je me suis renseignée, en fait oui avant il y avait un comédien, un majordome, enfin une sorte de majordome ouais, qui t'accueillait pour te présenter un peu la maison et tout. Enfin c'était vraiment des visites dynamiques et hyper fun. Et je crois que la lumière est un peu en train de changer, mais c'est pas grave. Et du coup là on se retrouve avec l'audio guide. Je me dis c'est pas grave, peut-être c'est plus tard et tout, ou c'est pas grave, au pire il y aura les objets qui bougent, il y aura de la lumière, enfin bref des trucs sympas. Je mets l'audio guide et là je retrouve cette fameuse voix des années 70 qui est la voix d'un acteur qui jouait Arsène Lupin il y a très longtemps. Et je me dis aussi que ça fait peut-être 10-13 ans que je ne suis pas allée dans cette maison et que c'est toujours la même voix, que ça n'a pas été réactualisé. Et puis je remarque aussi très vite que la maison, il y a par rapport à l'audio guide, ce qu'il décrit, ce que le personnage décrit dans l'audio guide, parfois il y a des objets, ça correspond pas, parfois les objets ne sont plus là. Ce qui dans mes souvenirs bougeait, où il y avait un espèce de jeu de lumière etc, il n'y a plus ça. La maison est dans un état pas forcément très ouf, genre il y avait des points où tu disais là franchement il suffit de 5 minutes pour changer ça, il suffit d'une petite après-midi pour repeindre un petit coup, voilà. Donc c'est vrai que peu à peu en avançant j'ai commencé à être extrêmement déçue.
parce qu'évidemment déjà en plus la dernière fois que j'y suis allée j'avais des yeux d'enfant, donc qui ont tendance à s'émerveiller plus. Il y avait beaucoup plus de choses, c'était beaucoup mieux entretenu et c'était beaucoup plus dynamique au niveau des visites, surtout que l'audio guide, c'est une voix qui endort vraiment beaucoup et pourtant je suis très bon public, je suis très patiente et je suis très open, même si c'est pas forcément des visites de qualité suprême ou de qualité de ouf. C'est pas grave tant que ce qu'on me présente est suffisant quoi. Sauf que là ça n'a pas été le cas, donc en plus l'audio guide est hyper long, parfois il dit des trucs que tu comprends pas parce que t'as pas forcément lu les livres, t'as pas forcément toutes les références et du coup tu es là mais qu'est-ce qu'il raconte le bougre dans mes oreilles. Donc voilà, pour petite note, si tu comptes le faire au cas où, même après ma critique un peu négative, pense à lire L'Aiguille Creuse du coup avant d'y aller. Voilà, le mystère de l'Aiguille Creuse. Quoique même parfois il mixe avec d'autres histoires et du coup t'as un peu perdu. Qu'est-ce qu'il raconte ce bougre? Enfin bon bref, du coup c'était un peu long au niveau de l'audio guide. C'est une maison qui est quand même assez petite à voir et qui se fait en fait très très vite. Et donc je peux comprendre aussi qu'ils ont des difficultés à ce que tout le monde arrive parce que c'est une maison où on peut pas être 36 milliards dedans quoi. Donc je sais, parce que j'ai vraiment fait une enquête tellement j'étais déçue. Je sais qu'il y a eu aussi de gros problèmes d'attente quand il y avait pas mal de monde et tout. Nous quand on y allait on a eu de la chance parce qu'on était vraiment tranquille, on était quelques personnes mais ça allait. Mais je sais qu'il peut y avoir aussi de gros problèmes d'attente, que d'un coup la propriétaire peut fermer alors que c'est censé être ouvert, enfin bon bref, je sais qu'il y a pas mal de problèmes de gestion qui forcément découlent sur la qualité de la visite et je pense qu'il y a des problèmes aussi de gestion de la maison en tant que telle. Je sais pas s'ils ont les financements ou pas. De ce que j'ai vu, la maison elle est quand même rattachée à la région, au département et à la ville. Donc qu'est-ce qui se passe quoi au niveau de la gestion du Clos Lupin? Surtout que je me souviens vraiment quand j'étais petite, c'était trop bien. En plus aussi quand on est arrivé, on s'est rendu compte que pendant l'hiver, ils avaient laissé le jardin à l'abandon et du coup en fait là il y avait le jardinier qui s'affairait à vraiment essayer de tout remettre en état. Donc voilà, c'est pas fun. Je veux bien qu'il y ait eu le Covid etc. Mais je sais qu'il y a des musées qui ont continué à entretenir leur musée pour avoir travaillé dans l'un d'eux, donc et en avoir discuté avec le personnel. Je sais que il y en a pendant le Covid et qu'on pouvait du coup aller travailler. Ils venaient en petits groupes et ils continuaient d'entretenir le musée, les œuvres, etc. Donc est-ce que ça a été fait là? Je ne sais pas. Bref, un peu compliqué et vraiment très déçue. Pour moi, au vu du prix, ça ne vaut pas le coup et je pense que tu peux passer ton chemin. Après, si t'es vraiment un fan hardcore d'Arsène Lupin et Maurice Leblanc, pourquoi pas, mais j'ai peur que tu sois déçue. Vraiment, je le dis honnêtement parce que c'est... ça m'a saoulée, vraiment, j'ai fait une enquête en rentrant tellement j'étais déçue, mais bref. On va passer sur un autre registre et on va aller à Fécamp, donc qui est pas très loin d'Étretat non plus. J'ai fait le musée Les Pêcheries de Fécamp, donc qui est un musée qui est construit dans un ancien hangar à morues, parce que du coup Fécamp est très connu pour ses pêches de morue et il y avait un autre poisson que j'ai oublié, mais voilà, c'est une ville qui vivait, et aujourd'hui je ne sais pas, mais qui vivait du moins surtout de la pêche, et du coup ça va revenir un peu sur ça. Donc c'est quand même un musée qui est très axé mer et pêche. Pourtant, même si c'est pas mes sujets de prédilection et des sujets qui me font kiffer de ouf, c'était hyper intéressant. La scénographie était hyper cool, les œuvres présentées étaient hyper cool. Il y avait vraiment une phase, de toute façon si t'as suivi sur Instagram un petit peu, parce que maintenant je commente un petit peu plus mes visites sur Instagram, comme ça te permet d'aller voir certaines visites avant que ça ferme et avant que mon bilan culturel ne sorte et que tout soit fermé du coup, bref. Et du coup il y avait vraiment un univers très concentré sur un peu la ville de Fécamp et sa vie de ville marine, on va dire, enfin de ville qui vit de la pêche, bref. Ça parle de la vie des pêcheurs, etc. Enfin, du moins pour ce qui va être par exemple de la période du 19e, 20e siècle, de l'évolution de la ville, etc. Donc ça c'était hyper cool. Scénographie encore une fois hyper cool, j'ai vraiment trop aimé. Je l'ai répété 100 000 fois pendant la visite.
tellement que j'ai saoulé ceux qui m'accompagnaient, mais bon, bref, de toute façon. Ensuite, il y a une partie qui est un peu plus beaux-arts, donc assez classique, avec des œuvres très cool de personnalités qui viennent de Normandie, de Fécamp, ou de peintres qui ont peint la région. Donc franchement, j'ai découvert des artistes, j'ai découvert des œuvres que j'ai trouvées vraiment très très stylées, donc voilà. Ensuite, on a une partie qui est un musée de l'enfance. Donc en fait, c'est une partie du musée qui est réservée pour ça, parce que il y a un médecin qui a beaucoup apporté à la pédiatrie, qui est en fait de Fécamp. Et du coup, c'est pour ça que voilà, il y a un musée de l'enfance là-bas, parce que je t'avoue que quand j'ai vu qu'il y avait un musée de l'enfance, j'ai dit pourquoi il y a un musée de l'enfance dans un musée qui parle de pêche et beaux-arts. Et après, j'ai compris. Je me dis ok, ça fait sens, j'accepte. Donc c'était assez intéressant, parce que moi c'est absolument pas des sujets qui m'intéressent. La pédiatrie, c'est vraiment c'est très loin de moi. C'est pas un truc qui me touche personnellement, c'est pas un truc qui m'intéresse énormément, mais ma foi, les explications données et les œuvres présentes, c'était intéressant d'un point de vue historique par exemple. Donc voilà. Et puis surtout, au dernier étage, tu as une superbe vue sur le port, sur Fécamp, et l'architecture du bâtiment est vraiment hyper bien foutue. Le seul hic, c'est que moi quand j'y suis allée, c'est très moche, donc je voyais rien. Mais c'est pas grave, parce que même en ayant un temps moche, c'était sympa de voir cette vue-là. Donc voilà pour ce musée-là, franchement je l'ai beaucoup aimé et je trouve qu'il fait très bien son taf, qu'il donne des explications très suffisantes. Et franchement c'était très très bien, vraiment je l'ai beaucoup kiffé. Et point bonus, leur librairie j'ai un petit peu regardé et ils ont des bons livres de référence en histoire de l'art. Donc voilà, si tu es de Fécamp et que tu recherches des livres d'histoire de l'art sans vouloir commander sur internet, bah tu peux aller à la librairie du musée. Voilà. Ensuite on va passer au palais de la Bénédictine, toujours à Fécamp, qui est un palais mais avec une architecture Seigneur. Vraiment, juste de l'extérieur déjà c'est hyper beau, l'entrée est un petit peu chère, il me semble, mais l'entrée comprend la visite du musée, la visite avec un guide de la distillerie, parce que la Bénédictine c'est de l'alcool, voilà, enfin, et une dégustation à la fin. Donc si tu bois pas d'alcool, peut-être que ça ne t'intéressera pas, mais en tout cas pour la dégustation, sache qu'ils donnent de la grenadine pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Mais bon bref, du coup moi je voulais voir ça parce que je savais que le lieu était stylé et why not goûter de l'alcool. Franchement toujours curieuse de découvrir des saveurs et des goûts, donc ma foi, let's go. Et vraiment déjà le bâtiment est, bref je vais le redire, hein, mais magnifique. Au niveau de la collection, on est surtout sur de l'art sacré. Ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé, mais que je trouve intéressant évidemment quand même. Il y a beaucoup de vitraux, il y a beaucoup de vitraux magnifiques. Et puis il y a une phase qui va un peu plus parler de l'histoire de la Bénédictine, bien évidemment, parce qu'on est au palais de la Bénédictine, donc c'est assez logique. Où tu vas avoir des publicités, l'histoire aussi de l'architecture du bâtiment, etc. Parce qu'en fait, la Bénédictine est produite uniquement dans ce palais-là. Voilà. Qui a été commandé, c'était quand début 19e 20e siècle par justement l'industriel de la Bénédictine, et donc effectivement tout est produit là-bas, juste la mise en bouteille depuis a été délocalisée dans le sud de la France il me semble. Bref, c'est une autre histoire, mais du coup c'était plutôt sympa à voir. Après la collection genre musée, art sacré et tout, c'est pas énorme, c'est intéressant à voir mais c'est pas énorme. Pour ce qui va être de l'histoire de la Bénédictine, c'est pareil, c'est une petite salle qui est réservée à ça, c'est suffisant mais c'est pas non plus genre comme si t'allais dans un musée quoi. Et après, donc t'as la guide qui te fait visiter distilleries et les caves pour voir et qui t'explique le procédé de création de la Bénédictine, qui est quand même un alcool avec 27 épices. Donc je peux te dire qu'au goût, ça envoie. J'ai pas particulier, c'est pas mon alcool préféré je pense, hein, mais c'était intéressant de goûter. Et puis après du coup la dégustation avec la Bénédictine classique et 2
variantes qui sont mélangées avec du brandy. Avec je ne sais plus quoi. Je crois que c'était avec du brandy. Je sais plus. Il faut retrouver mes stories Insta où j'avais expliqué ça. Parce que j'ai oublié. Je crois que c'était du brandy. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, la bénédictine classique, c'est ce que j'ai préféré dans les trois. Et puis elle te donne aussi des explications. Genre sur comment boire ton truc et tout. Voir que bah comme il y a énormément de sucre dedans, bah forcément le liquide colle à la paroi du verre, etc. Enfin bon bref, des explications quand même sympas. C'est un peu cher aussi, mais tu comprends. Enfin il y a quand même du coup l'espace musée, guide et dégustation. Donc à voir si ça t'intéresse. Effectivement si tu tombes contrecarre de l'alcool, peut-être ça va pas du tout t'intéresser. Mais au moins aller voir le bâtiment depuis l'extérieur, c'est stylé. Donc voilà. Ensuite, on va aller dans une autre région et dans une autre ville. On va aller à Ornans où je suis allée faire le musée Courbet. Donc Gustave Courbet, que tu connais sûrement pour ses œuvres que je vais te mettre là. Comme ça tu verras qui est Courbet. Il y en a, tu les connais forcément. Alors, vraiment, il y a des classiques de classiques. Mais du coup, comme Courbet est originaire... Alors... il y a débat. Soit il est originaire d'Ornans, soit d'une ville pas loin d'Ornans. Il y a débat, enfin bon bref, il est de la région en tout cas. Donc le musée Gustave Courbet, j'allais dire Gustave Moreau, non c'est pas le même. Le musée Gustave Courbet, c'est un musée qui est assez petit sans trop l'être, donc vraiment au niveau visite c'est une taille nickel. Tu vois l'aménagement d'anciens appartements de Courbet, c'est assez sympa à voir. Il y a pas mal d'œuvres où tu vois ce qu'il faisait dans ses débuts, qui ne correspond plus trop à ce qu'il fait par rapport aux œuvres que tu dois connaître. Notamment il y a pas mal d'art sacré, ce genre de choses. Ça explique quand même bien au niveau de sa vie, ça retrace bien sa biographie. Et je trouve que c'est un musée aussi qui s'en sort quand même très bien par rapport au fait que beaucoup des chefs-d'œuvre de Courbet ne se trouvent pas dans ce musée, mais se trouvent beaucoup à Orsay. Donc j'ai trouvé que c'était un musée qui avait quand même une belle collection, malgré le fait que par exemple l'origine du monde c'est à Orsay et que c'est genre un des chefs-d'œuvre de Courbet et voilà que ce genre d'œuvre n'est pas dans le musée Courbet. Donc j'ai trouvé ça quand même sympa. Il y a des reproductions parfois, notamment pour l'origine du monde, pour quand même qu'il y ait un visuel de ce chef-d'œuvre. Ensuite t'as pas mal aussi, t'as des salles qui sont concentrées sur les peintres qui ont peint les alentours d'Ornans et Ornans. Donc c'est assez sympa de voir ça aussi. Et puis tu as aussi des œuvres d'artistes plus contemporains qui sont des œuvres qui regardent l'œuvre de Courbet. Je sais pas si ça fait sens, mais en gros des œuvres qui... comment dire, qui en gros reprennent les traces de Courbet, qui font honneur à Courbet ou ce genre de choses. Donc c'était aussi intéressant. Les explications étaient parfaitement suffisantes, c'est sympa à faire. En plus t'as un petit jardin à l'arrière, à la sortie, enfin... T'as une galerie aussi t'as une galerie en verre où tu peux marcher dedans et en fait ta vue était sur la Loue qui est du coup la rivière qui traverse Ornans. Donc c'est vraiment super sympa. Et puis Ornans c'est une ville qui est très très mignonne. Il y a absolument tout par contre à Ornans qui s'appelle Courbet. Toutes les boutiques, toutes les pharmacies, tout ce que tu veux ça s'appelle Courbet. Donc ça c'était assez marrant, mais évidemment c'est la fierté de la ville, donc voilà. Et du coup je trouvais ça quand même très sympa à faire, donc si tu passes dans le coin, profites-en pour aller voir. Et on va finir avec ma visite de Boldini au Petit Palais, donc on revient sur Paris. Boldini c'est un artiste italien du 19e 20e siècle qui va surtout avoir une bonne partie de sa carrière à Paris, à un tel point qu'en fait il va être le portraitiste un petit peu de tout le comment on dit, j'ai oublié le mot, de toute la, pas de la bourgeoisie mais même un peu plus de tout le cancan parisien quoi. Est-ce que ce terme fait sens? Je pense que oui, j'espère. Et du coup il va faire beaucoup de portraits notamment, c'est surtout pour ça qu'on va le connaître en fait. Mais faut savoir qu'il a pas fait que ça, surtout avant cette phase un peu portrait etc. Mais il faut dire que ces portraits sont magnifiques, que les robes sont sublimes.
Après par contre, il a tendance à faire des silhouettes qui sont extrêmement fines à un tel point en fait qu'il va avoir ce qu'on appelle la silhouette Boldini et que des femmes vont carrément faire des régimes pour correspondre à cet idéal. Vraiment c'est les filtres Instagram, Photoshop, Facetune avant que ça n'arrive quoi. C'est la version 20e. Donc voilà. Mais c'était vraiment assez cool, je trouve que les scénographies aussi du Petit Palais sont toujours très stylées et faut aussi noter que le Petit Palais apporte beaucoup d'explications. Il y a quand même pas mal d'œuvres en elles-mêmes qui sont expliquées et pas juste un cartel informatif au début d'une pièce pour t'expliquer le thème de la pièce et après tu te débrouilles à comprendre les œuvres. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup au Petit Palais, je trouve que du coup ça permet une meilleure accessibilité. J'y suis allée par contre à une soirée spéciale où il y avait concert et on pouvait visiter l'exposition. Donc moi je t'avoue que j'étais encore en pleine crève, donc je suis surtout allée voir l'exposition et je suis pas restée pour le concert parce que je n'en pouvais plus et que j'ai mon nez m'a tout, enfin il fallait que je rentre chez moi. Mais et du coup l'exposition que je voulais faire, il y a une deuxième exposition en ce moment au Petit Palais que je voulais faire, j'ai pas pu la faire parce que c'était fermé du coup pour l'événement et qu'on avait accès qu'à Boldini. Donc Boldini je te le recommande et puis si tu passes dans le coin pense à faire aussi l'autre expo que j'irai faire sûrement le mois prochain. De toute façon je vais me faire une liste de choses à faire mais bon bref. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce bilan culturel. J'espère que tu as pu trouver un petit peu des idées de trucs à voir ou visiter. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, j'ai déjà pas mal parlé. N'hésite pas du coup encore une fois à me dire ce que tu as fait ce mois-ci, à me donner des idées d'expo vu que là je vais me faire une petite liste de trucs à visiter. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!